Bonjour, c'est l'heure de la rétro. Retour sur l'actualité du Distri. En début de semaine, on s'intéressait aux bourses avec le petit journal des élections. Antoine Guenaud et Rodolphe Henner s'intéressent au salaire de nos élus. En milieu de semaine, mercredi, on parlait notamment tourisme avec Région de Nyon qui soutient 3 projets dans le Distri. En fin de semaine, le 4 mars, journée dédiée à la lutte contre l'obésité. On en parle en plateau en compagnie du docteur Fournier, médecin-chef du service de médecine de l'hôpital de Nyon. Place au petit journal des élections. On s'intéresse cette semaine au salaire des élus. Est-il avantageux financièrement parlant de s'engager en politique? On y répond au plateau. Antoine Guenaud, Rodolphe Henner, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Alors on va parler des bourses et des salaires. Justement, vous publiez une enquête au journal La Côte à ce sujet. En somme, la première chose que l'on peut constater, c'est qu'il y a une disparité entre les communes. Oui, tout à fait, et même de grandes disparités. Cela s'explique d'abord parce qu'il n'y a pas de barème général, cantonal par exemple, qui permettrait de fixer ses rémunérations. Donc en fait, c'est chaque commune qui fait de son côté sa petite cuisine, si je puis dire, pour fixer la rémunération des élus. L'autre élément qui explique ces disparités, c'est le fait que les taux d'activité varient énormément selon les communes. Si vous êtes membre d'un exécutif dans une grande commune, le poste se rapprochera d'un 70-80%. Dans un petit village, on est plus autour de 10, 20, voire 30%. Je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, si on prend la plus grande ville du Distri, qui est bien évidemment Nyon, avec ses 22 000 habitants, le syndic Daniel Rossella occupe un poste qui a été fixé à 70%. Et pour ce poste, il reçoit 141 000 francs par an. À l'inverse, si on regarde Arnay, qui est la plus petite commune du Distri, là, un municipal touche 4 500 francs par an et à peu près 5 000 francs de défraiement. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'écart entre les communes et entre les situations. Oui, et puis encore, il faut ajouter que parfois, le taux d'activité est calculé contractuellement à 70 ou 20%. Dans la réalité, malgré tout, il dépasse dans les faits concrets. C'est-à-dire qu'un syndic de village a son attel qui sonne le samedi matin et le dimanche après-midi. Ce qui n'est pas nécessairement le cas d'un syndic des villes qui a un service à sa disposition et des attachés de communication. Ces salaires, quand est-ce qu'ils peuvent changer ? Alors, c'est tout le problème, hein. C'est un peu comme pour une hausse d'impôts, il faut trouver la bonne fenêtre de tir. Généralement, c'est le plus élégant de le faire en fin d'une législature, comme Gland est en train de tenter de le faire actuellement. C'est-à-dire qu'il faut ôter toute suspicion pour les municipaux de vouloir s'enrichir à titre personnel. Alors, même s'ils se représentent, l'enjeu est de dire qu'il faut favoriser la profession pour les suivants. C'est très compliqué d'augmenter dans un budget pessimiste. À Nyon, par exemple, le budget 2019 était déficitaire comme bien d'autres. Il a fallu faire des coupes culturelles, enfin dans les subventions culturelles et les subventions pour le sport, notamment. Là, les municipaux ont décidé de renoncer à 10 000 francs par année de frais de représentation. Donc, il faut arriver au bon moment. C'est aussi une communication politique. Il faut savoir faire de la diplomatie envers ses électeurs. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce soit une tâche qui se complexifie et qui est finalement une professionnalisation du métier ? Alors, ce que j'ai pu constater en interviewant plusieurs élus, c'est que, notamment en ce qui concerne la police des constructions, il y a de plus en plus de situations au cours desquelles on trouve des oppositions et les citoyens font de plus en plus souvent appel à des avocats pour les représenter dans ce genre de litige. Et ça, par exemple, c'est, au dire des élus, quelque chose qui alourdit beaucoup la tâche. Et ça se voit dans les budgets communaux, dans les comptes, on voit qu'ils ont un budget pour leur propre défense. Les communes ont des budgets d'avocats qui doivent solliciter pour justement entrer en négociation face à des individus, des citoyens qui les mettent en procédure. Les frais judiciaires dans les communes sont en explosion année après année. Le légal qui rentre justement en action et qui complexifie aujourd'hui la tâche. Cette semaine d'ailleurs sur notre plateau, Stéphane Comino revient justement sur son expérience en tant que syndic. Oui, alors il a dit qu'il y avait plusieurs raisons qui expliquaient sa démission en 2017 du poste de syndic, notamment effectivement l'incompatibilité à avoir une activité professionnelle intense et puis d'avoir un taux de présence dans sa commune correct. Aujourd'hui, son argument de campagne qu'il veut redevenir syndic, c'est de dire je suis retraité, j'ai tout le temps à disposition pour ma commune. Justement, Antoine, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il se passe quand un élu perd son mandat ? Alors, quand un élu perd son mandat, finalement, il se retrouve en fait comme tout un chacun lorsqu'il perd son travail. Il doit, comme tout le monde, se résoudre
à aller chercher un nouveau job. Et à ma connaissance, il peut y avoir des cas où la commune peut entrer en matière pour financer une éventuelle petite formation à des fins de reconversion. Mais la plupart du temps, voilà, quand un élu perd son mandat, il perd son travail, quoi, comme n'importe qui. Ouais, notons quand même qu'il y a des indemnités de départ qui sont pensées dans certaines communes. À Founet, par exemple, il a été décidé qu'il serait de 1 000 francs par année de présence à l'exécutif, avec au maximum 10 ans de présence. Donc le syndic, le récent syndic est parti. Théoriquement, si je ne dis pas de bêtises, il nous corrigera, hein, il nous écrira, a dû toucher 10 000 francs, touchera 10 000 francs lors de son départ, parce qu'il est à la municipalité depuis des années et des années. Et là, des chiffres un petit peu plus importants pour les conseillers d'État vaudois qui bénéficient d'une rente d'État à vie qui peut aller jusqu'à 140 000 francs par année. Alors songez à, je ne sais, Anne-Catherine Lyon peut toucher toute sa vie, je crois, elle nous écrira aussi si je me trompe, 140 000 francs par année. C'est quand même des montants très très importants. Là, ça fait un peu plus rêver. Antoine, si on devait résumer la situation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une fonction qui est bien payée ou mal payée? Alors là, cette question, je l'ai posée aux principaux intéressés. Et ce qu'il en ressort, c'est que la plupart des élus interrogés me disent qu'ils peuvent se contenter du salaire qu'ils perçoivent actuellement, mais une augmentation serait bienvenue parce qu'ils constatent tous qu'ils explosent le temps d'activité de base qui a été fixé pour eux, en fait. Ouais, alors Rodolphe, ça vous fait rêver pour la suite? Moi, j'aimerais bien avoir une indemnité de départ. Je pense qu'Antoine Guénaud aussi. Ouais. Vous partez de la côte, vous avez une indemnité de départ. Ça vous évitera d'avoir un petit calepin qu'on vous a donné aux couleurs du PIN. Est-ce que vous pouvez le montrer? Oui, tout à fait. Absolument. Voilà ce calepin. Le parti indépendant nyonnais qui le distribuait dans les rues de Nyon, Antoine Guénaud en a bénéficié. On remet en question l'indépendance des journalistes, c'est ça, Rodolphe? On aime bien taquiner ses collègues. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Merci. Trois mois après son ouverture, l'épicerie solidaire de Nyon fermait ses portes vendredi 26 novembre comme prévu. La fréquentation des lieux soutenus durant cette deuxième phase de distribution alimentaire indique que le besoin est là. Ainsi, au terme de ce premier exercice, l'association de la Soliderie compte sur la générosité des pouvoirs publics et privés pour développer et pérenniser sa démarche. On en parle avec nos deux invités. Lithia Djenaï, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de la Soliderie, tout comme vous. Et Louise Crésinal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel bilan vous faites de ces 3 mois d'activité? Alors, quel bilan? Il y a jusqu'à 110 personnes qui sont venues visiter l'épicerie. Donc, premier bilan, c'est qu'on remarque qu'il y a un besoin. Voilà, c'est un peu on l'avait déjà vu avec la distribution de sacs alimentaires, et puis là, on remarque que le besoin est toujours là. Et on a aussi eu de plus en plus de personnes. En décembre, on était à 65, maintenant on est à 110, et ça ne cesse d'augmenter. Ouais, justement, alors si ça ne cesse d'augmenter, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous fermez? C'était prévu, mais pourquoi? On ferme tout d'abord parce qu'on avait ouvert parce qu'il y avait en fait la deuxième vague de Covid. Et puis, pour tout dire, on était sur un projet à long terme de café qui viendrait soutenir une épicerie. On s'était bien lancé dans ce travail-là. Et puis, il y a eu cette deuxième vague. Et puis, on s'est retrouvés, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, nous? On veut en fait aider les personnes en situation de précarité dans la région. Et donc on ouvre cette épicerie, quoi. Et puis, on avait reçu un don assez conséquent, ce qui nous a permis en fait de constituer un stock de nourriture, de produits d'hygiène, et puis c'est ça qui nous a également motivés à pouvoir l'ouvrir pour une période de 3 mois. Oui, alors justement, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, vous aviez justement mis en place cette distribution de sacs, vous êtes passé à l'épicerie. Pourquoi changer un peu la manière de faire? Alors, en fait, pendant la distribution de sacs, on avait remarqué que les gens aimaient bien avoir le choix. Petit à petit, on avait mis des fruits et légumes. Et puis, il y avait un échange qui s'installait un peu automatiquement entre bénévoles et clients qui disaient « Ah, j'ai envie d'uniquement 2 salades, qu'une salade parce que je suis seule, etc. » Et on remarquait que d'avoir le choix, ça avait beaucoup plus de sens à nos yeux, et c'est aussi beaucoup plus efficace parce que les gens prennent uniquement ce dont ils ont besoin et non pas des sacs préfaits. Vous pouviez ainsi mieux gérer les flux, les arrivées, les sorties, j'imagine aussi des aliments. On a pu voir de très grandes files justement à Nyon, dans cette épicerie solidaire. Qu'est-ce que ça dit finalement, selon vous, du district de Nyon et de nous, de la société en général?
Je pense, bon, déjà, il n'y a pas de structure dans la région qui œuvrent et qui aident en fait vraiment les personnes en situation de précarité, qui peuvent leur donner de la nourriture, des produits d'hygiène. Donc voilà, pour nous c'était très important de pouvoir monter ça. Et puis est-ce que tu veux m'aider, Héloïse? On vous sent un petit peu stressé, mais oui. Je comprends, c'est aussi un petit peu d'émotion, voilà, de prendre la parole finalement, alors qu'on sait que c'est un travail que vous faites aujourd'hui avec beaucoup de cœur, dans l'ombre aussi, que vous portez toutes ces personnes avec vous. Pour revenir au communiqué, Héloïse Crisnel, vous dites que le projet a rencontré un vif succès et peut-être dû à l'absence de toute structure d'aide alimentaire dans la région. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est pas finalement le rôle du social, de la ville, de prendre ça en charge? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Bon, déjà, en montant ce projet, et puis aussi avec la distribution de ça avec l'épicerie, on était dans une situation d'urgence, et souvent c'est comme ça que la société civile réagit. C'est en fait, moi je ne peux pas vivre dans une société où on laisse des gens dans cette situation. Ensuite, pour notre projet à long terme, on a réussi à convaincre la ville de Nyon, qui va nous apporter son soutien et sa participation logistique. Donc voilà, là, pour ce point-là, on est très contente. Mais comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui un service social de la ville de Nyon ne soit pas là justement en soutien de ces personnes-là en précarité? Je pense que c'est un problème qui est également un peu plus global, parce qu'on a vu des personnes qui sont dans 110 situations différentes. Il y a des personnes qui sont à l'AVS, qui sont à l'AI, qui sont au chômage et qui simplement, ou qui avaient des travails sur appel, etc. Et qui en fait étaient sur un point de basculement, et le Covid a fait qu'elles ont basculé. Et puis peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas prévu ou attendu d'une ampleur pareille. Ouais, Lydia, justement, toi, quel est le constat que tu as pu faire? Nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on voulait aider ces personnes. Et puis on ne s'est pas en fait posé la question de savoir s'il y avait qui devait vraiment aider. Nous, c'était dans l'urgence qu'on a monté ça en fait. Et puis effectivement, je pense qu'on sait en fait toutes et tous que la précarité en Suisse, ça existe. Ça existait avant le Covid. Le Covid l'a mise en lumière. Et c'est pour ça que vous parliez justement de files d'attente, etc. Oui, c'est très préoccupant, c'est choquant en fait pour les personnes qui passent à côté de l'épicerie, qui voient. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui nous ont fait des dons. Parce qu'elles sont passées, parce qu'elles sont passées devant, parce que c'est au centre-ville, parce que c'est choquant. Mais ces personnes, elles étaient soit déjà en situation de précarité, soit déjà elles avaient un travail ou quoi, mais c'était fragile. Je pense notamment, il y a des personnes sans papier qui avaient des petits boulots de garde d'enfants ou quoi que ce soit, qui n'étaient peut-être pas déclarés. Donc ces personnes-là, à un moment donné, elles ont tout perdu, elles n'ont plus rien. Il y a des personnes, comme tu disais, Louise, à l'AVS, qui, alors, je sais pas vraiment, ça suffit pas. Il y a de tout, personnes de tous horizons. Et il y a aussi des nouveaux pauvres, en fait. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, vous parlez d'un projet à long terme, c'est-à-dire que vous y croyez, vous donnez un second souffle à cette épicerie solidaire, parce que qu'est-ce qui va se passer concrètement, Héloïse? Alors, le projet sur lequel on travaillait avant d'ouvrir et sur lequel on va encore plus travailler à partir de maintenant, c'est de réouvrir une épicerie solidaire, mais cette fois-ci avec un café à côté, dont les bénéfices reviendront à l'épicerie, ce qui nous permettra de faire baisser les prix. Donc c'est le projet qu'on a imaginé afin de ne plus dépendre uniquement de dons. Je pense qu'on aura toujours besoin de financement public, mais en tout cas, voilà. On a aussi cette envie d'ouvrir un café, que ce soit un lieu de rencontre, un lieu où on sort de l'isolement également. Voilà, donc on a beaucoup de passion pour ce projet. Ouais, beaucoup de passion, et pourtant, on peut comprendre que le bénévolat aujourd'hui arrive à bout de souffle, parce que finalement c'est beaucoup d'heures que vous avez passées aussi dans ce projet-là, beaucoup de bénévoles qui vous accompagnent. Donc ça peut paraître un peu délicat de passer d'une épicerie solidaire, d'aujourd'hui ouvrir un commerce. Comment est-ce que vous le justifiez? Il faut que justement ce travail de bénévolat il soit aujourd'hui reconnu, ou comment est-ce que vous justifiez ce passage de l'un à l'autre? Je pense qu'on avait déjà, chacune personnellement, l'envie d'ouvrir quelque chose. Moi, j'ai déjà passé la patente dans l'hôtellerie-restauration en 2018, en sachant que je voulais ouvrir une fois un établissement, mais sans savoir ce que ce serait.
Donc voilà, c'est déjà une passion qu'on avait avant. Et puis après, c'est vraiment la circonstance, ce Covid qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Une recherche de sens aussi dans la société, dans nos vies. Je pense que c'est un gros mélange de tout ça. Ouais, Ilitia, tu me disais justement en préparant cette interview que le besoin, c'était finalement de rassurer aussi les gens et de leur dire que cette structure, elle est là et qu'elle va continuer à exister. Alors oui, alors si on s'arrête, c'est vraiment pour mettre tout en œuvre, pour pouvoir réouvrir, ouvrir avec le café, qui sera vraiment là pour en fait pouvoir verser ses recettes en fait pour l'épicerie, quoi. Donc on espère que ça puisse tourner comme ça. Ouais, et vous avez quelques pistes, eh bien c'est tout. Beaucoup de courage surtout qu'on vous souhaite et d'arriver à terme de ce projet. Merci beaucoup d'être venu nous en parler pour l'épicerie solidaire Agnon. Elle restera à Agnon, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. La région de Nyon soutient 3 projets touristiques valorisant l'agriculture, le patrimoine immatériel et le paysage. Un montant total de 67 500 francs sera consacré pour étoffer l'offre touristique dans le district. On en parle avec vous, Gérard Produit, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du tourisme pour la région de Nyon. Alors avant de parler de ces 3 projets, j'aimerais savoir pourquoi soutenir ces 3 projets-là maintenant ? En général, pour qu'on puisse soutenir, les porteurs de projets doivent déposer un dossier. Ils ont déposé l'année passée, puis finalement le calendrier fait que dans le semestre qui suit, la commission qui planche sur ces différents objets a pris sa décision et le CODIR l'a validé tout récemment. Ma question sous-entendait une pensée un peu plus lointaine. Je vais m'expliquer en quelques mots. Donc, ce fonds régional d'équipement touristique alimenté par les taxes de séjour et taxes sur les résidences secondaires. Autrement dit, aujourd'hui, ce fonds, comment est-ce qu'il se porte, ce fonds financier en cette période de Covid? Est-ce qu'il est un peu mis à mal? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce fonds a été fortement sollicité durant l'année 2020 en raison en fait, de projets pour soutenir l'économie et pour soutenir principalement le secteur hôtelier, puisque c'est le secteur hôtelier qui finance ce fonds. Et c'est vrai que si d'habitude, on alloue environ 250 000 francs par année, l'année passée, on a dépassé ce montant largement, puisqu'il y a un montant exceptionnel de 400 000 francs qui a été débloqué pour les restaurateurs et pour les hôteliers. Et donc, effectivement, ce montant, ce fonds a perdu une partie de sa superbe, mais il est encore relativement conséquent puisqu'on a encore à peu près 2 millions en caisse. 2 millions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sentez les choses vont plus ou moins bien, mais est-ce que vous pensez à d'autres solutions aujourd'hui pour financer le tourisme ? Alors, je crois qu'il faut continuer de faire la promotion de ce qu'on a. Nous avons un tourisme de nature qui doit se développer, c'est l'objectif de la région. Ça paraît extrêmement important. Le tourisme culturel aussi. Et je pense que la région fait également un travail très conséquent dans le soutien aux infrastructures culturelles parce qu'on voit bien que les bénéficiaires de ces prestations et les gens qui participent viennent de tous horizons, pas seulement du district Nyon, mais principalement aussi, en tout cas un bon tiers. Donc il y a ces axes qui me semblent extrêmement importants pour le développement touristique de la région. Et puis inévitablement, en soutenant en fait l'activité des restaurateurs et des hôteliers, ça leur permet aussi de proposer des offres attractives en soutenant Nyon Région Tourisme qui fait tout un travail à l'extérieur pour la promotion de ce qu'on a à offrir. Eh bien, ça permet en fait par courroie de transmission de faire venir les gens qui payent des taxes de séjour et avec lesquels on peut soutenir ensuite différents projets. Alors on va parler justement de ces 3 projets qu'aujourd'hui vous soutenez. 50 000 francs seront attribués au musée roman de la machine agricole de Chiblain à Gingin. Comment est-ce que ce montant il sera utilisé, notamment pour des rénovations? Oui, alors il faut le dire que le moulin de Chiblain, c'est un lieu important au niveau touristique dans le district Nyon, puisque j'ai plus en tête, mais je crois que c'est le 3e ou 4e destination de visiteurs dans le district. Donc c'est un très très bel endroit, très bel objet, qui malheureusement se voient un certain nombre de contraintes par les CA et ont des rénovations importantes à faire pour pouvoir continuer d'exploiter. Donc il y avait une urgence. Le montant global des travaux est 270 000 francs qui vont s'échelonner jusqu'en 2022. Il y a la réfection des fenêtres, il y a toutes sortes de choses qu'il faut aménager, notamment en matière de sécurité électrique aussi. Et donc la région participe à hauteur de 50 000 francs sur ces 270 000 francs. Ouais, 10 000 francs seront octroyés à la Désalpes de Saint-Cergue pour une prochaine édition le 25 septembre 2022.
2021. On a l'impression finalement qu'il y a aussi un attachement au folklore qui revient. Oui, alors c'est une magnifique journée que la des Alpes et il faut aussi remercier les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied. Mais la réalité, on va dire, institutionnelle fait qu'il y a de plus en plus de contraintes, des contraintes qui ont des impacts financiers importants. Et donc pour eux, ça devient de plus en plus difficile d'organiser une telle manifestation sans qu'il y ait un apport de fonds tiers. Et donc ils ont déposé un dossier. Il faut dire aussi que durant cette journée, il y a environ 15 000 personnes qui se déplacent sur le site. Donc c'est un moment de liesse important. Ces gens-là restent aussi, donc utilisent les infrastructures hôtelières, raison pour laquelle ils étaient éligibles au fonds d'équipement touristique pour qu'on puisse les soutenir à hauteur d'un montant de 10 000 francs, qui est une contribution modeste, mais qui, disons, leur permettra en fait d'assurer la pérennité de cette belle manifestation. Alors on sait que pour l'instant, la question se pose, est-ce que les manifestations culturelles et sportives pourront avoir lieu? Est-ce que ce fonds-là sera attribué même si la manifestation venait à être encore une fois annulée? Alors la région de Nyon, elle a mis en place un système qui permet en fait d'évaluer les besoins et disons, par principe on alloue la subvention que la manifestation ait lieu ou pas. Par contre, à l'issue de, on va dire, de l'échéance, il y a un contrôle qui est fait de la manière dont les fonds ont été utilisés. Si les fonds, et ça peut avoir des incidences sur le soutien futur, évidemment qui pourrait être corrigé si par aventure la manifestation devait faire des bénéfices, parce que l'objectif c'est pas non plus de créer des fonds de réserve pour certaines manifestations alors qu'on sait que d'autres acteurs souffrent. Donc on doit réguler ceci. Enfin, 7 500 francs seront attribués pour l'aménagement d'un point de vue à Vinzelles. Là, sur quoi est-ce que vous voulez attirer les regards, Gérard Produit? Alors, disons, Vinzelles se trouve dans un magnifique vignoble, le vignoble de la Côte, et un point de vue intéressant veut être construit, et cet aménagement en fait est financé par différentes communes. Les touristes qui vont passer, qui transitent par la route des vins, auront un point supplémentaire pour observer le paysage, pour observer les montagnes. C'est un paysage magnifique. Enfin, on a un point de vue qui est magnifique là où c'est prévu. Et donc, il était logique aussi, compte tenu de l'impact touristique que ça peut avoir. En tout cas, c'est un élément touristique important. Et le vin est aussi, enfin, l'activité liée au vin est importante dans notre district. Donc, c'était aussi logique qu'on le soutienne. Alors aujourd'hui, on sait que forcément, avec toutes ces frontières qui sont fermées, il est difficile aussi d'attirer le touriste de plus loin. Est-ce que finalement, durant cette période de Covid, quel est le bilan que vous avez pu en faire? Est-ce que finalement, la région a su être solidaire entre elles et est-ce que les gens ont su venir et profiter des aménagements qui sont ici, chez nous? Alors je le pense, même si la réalité c'est que le secteur touristique a souffert, souffre et malheureusement va probablement encore souffrir. Donc ça c'est quand même en filigrane quelque chose d'important qu'on doit dire à notre population. Travaillons avec les acteurs touristiques de notre région, soutenons-les, consommons local, parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté majeure aujourd'hui à faire venir les touristes. Par contre, ce que je dois dire, donc tout ce qui est hôtelier, tout ce qui est restauration, notamment en cause le télétravail aussi, souffre énormément. Les installations sportives, par exemple Saint-Sergue, a bénéficié en fait de la manne de gens qui sont plutôt des locaux, puisqu'effectivement il y a des contraintes importantes. Et donc on a constaté quand même un afflux plus important de locaux dans certains sites, ce qui est logique puisque les difficultés qu'on rencontre quand on va à l'extérieur sont importantes. Donc beaucoup de gens sont restés. Donc oui, j'ai envie de dire, la population du district refait ou fait connaissance avec les différents lieux touristiques qu'on peut proposer. Et ça, c'est intéressant. Gérard Produit, responsable du tourisme pour la région de Nyon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci à vous. Le 4 mars marque la journée mondiale contre l'obésité, un événement pour mobiliser les énergies et sensibilités, les mentalités, afin de faire évoluer la société et la façon dont cette maladie est perçue. Docteur Fournier, bonjour. Bonjour. On en parle avec vous. Vous êtes chef du service de chirurgie de l'hôpital de Nyon. Alors, votre objectif, combattre cette maladie et les préjugés qui sont avec. Rappelez-nous tout d'abord l'objectif de cette journée, rapidement, en quelques mots. L'objectif, c'est un objectif qui est mondial, parce que l'obésité, c'est une pandémie. Il y en a une qui est en cours, mais il y en a une autre qui est celle du XXIe siècle, qui est l'obésité. C'est 800 millions de personnes touchées à travers le monde, et c'est 800 000 personnes en Suisse, soit 10% de la population.
Le but, c'est de désacraliser et de dire que l'obésité, bien qu'elle est reconnue comme une maladie depuis 1948, en fait, elle n'y est pas et qu'elle doit être prise en charge sérieusement par des équipes encadrées pour toute la société. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas encore reconnu en tant que tel, en tant que maladie ? C'est un peu, il y a une vision naïve de l'obésité. On pense souvent qu'il faut manger moins et bouger plus et puis tous les problèmes sont réglés. Et en fait, c'est faux. Il y a bien d'autres facteurs. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs environnementaux. En Afrique, vous avez beaucoup moins d'obèses et ça se comprend. Nos sociétés, elles sont marquées par le coût marketing, par la société de consommation. Ne serait-ce qu'au bord des caisses des supermarchés, vous avez toutes les gourmandises qui vous font appel. Et tout ça, ça entraîne des conséquences sur l'obésité. Une maladie qui, malheureusement, fait vendre, trop vendre ? Qui fait vendre, oui, c'est ça. Vous avez le sucre, et le sucre, c'est une drogue. Et puis, on va dire que l'industrie s'en est bien sortie, a bien compris l'enjeu. Et on a des sucres ajoutés partout dans toute la nourriture. Et puis le sucre appelle le sucre et puis vous mangez de plus en plus. Ouais. À l'hôpital de Nyon, quel type de pourcentage de vos patients totaux est-ce que ça représente justement ce type de maladie ? Alors, malade tout compris, c'est le même taux que la population suisse, c'est 10%. On accueille dans le centre de l'obésité environ 200 à 250 patients par an et on en opère une centaine chaque année. Ouais. Alors l'opération, on sait que c'est le dernier recours, que le processus est long, qu'il y a toute une série de solutions. Avant d'en arriver là, on touchera d'ici quelques mots justement tout à l'heure. Mais à votre avis, est-ce que la crise du Covid a eu un impact ou a mis en lumière finalement cette maladie et changé son aspect ? Je crois que ça a bien mis l'étincelle. Pourquoi ? Au tout début de la pandémie, le Conseil fédéral ne considérait pas l'obésité comme une maladie. Elle n'était pas sur la liste des personnes vulnérables. Et puis on a mis le temps, la communauté scientifique s'est bougée, et puis on a montré qu'il y avait 60% des patients en obésité qui étaient aux soins intensifs et que c'était les personnes vulnérables. Et donc ça a mis une petite étincelle, et puis maintenant c'est admis. Si vous êtes avec un indice de masse corporelle supérieur à 35, donc vous êtes en situation d'obésité, vous êtes aussi prioritaire pour accéder au vaccin. Si c'est une petite pierre dans l'édifice, tant mieux, pour faire reconnaître cette maladie véritablement auprès de tous nos collègues et de toute la société. Auprès de tous vos collègues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des collègues chez vous qui ne reconnaissent pas cette maladie en tant que telle, ou c'est quoi l'ambiance qui règne finalement ? Alors, il y a des confrères qui estiment que c'est une maladie, et puis il y en a d'autres, ça fait partie des symptômes. Voilà, il est obèse, il est un peu gros, mais j'avais une discussion hier où on me disait on voit le poids qui monte, 80, 90, 100 kilos. Et il n'y a pas forcément une équipe ou un médecin traitant qui va alerter pour dire faites quelque chose. Il y a des solutions qui existent, il y a des centres qui existent. Et ça, c'est un des buts de la journée, de dire prenez-vous en main. L'obésité, ce n'est pas du cinéma, il faut devenir acteur de sa propre santé. On a le droit de dire je suis malade, je suis obèse, je vais me soigner. Aujourd'hui, cette maladie, elle a aussi une incidence sur la société, un coût, vous me disiez en préparant cette interview. Ouais, en Suisse, c'est 800 millions de francs par an. Et c'est tout compris, c'est les frais de santé, parce que quand vous êtes obèse, vous n'êtes pas que obèse, vous êtes hypertendu, vous avez le diabète, vous avez le cholestérol, vous avez des douleurs aux articulations. Ça a un coût rien qu'en termes de consultation médicale et de médicaments. Mais quand vous êtes obèse, vous ne travaillez plus forcément. Et puis, moi, je vois, il y a 15% de la population obèse qui a l'assurance invalidité. C'est un coût pour la société. Si on arrive à traiter ça, quand vous êtes par exemple une chirurgie de l'obésité, elle va vous enlever 80% d'un diabète de type 2. C'est tous des soins que vous n'avez plus, c'est des économies au final pour la société. Et c'est ce paradigme-là, ce changement d'idée qu'il faut avoir en tête quand on prend en charge le patient. C'est on améliore la santé, on améliore l'espérance de vie et on améliore aussi notre société. Ouais, tout un tabou qu'il y a aussi autour de cette maladie, chose que vous essayez de lutter justement cette journée du 4 mars. Quels sont les conseils ou peut-être ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent ? Alors, on a envie de dire, bien manger, c'est une priorité. Il faut bien penser. Il faut bien penser comment on va manger. Souvent, les personnes qui sont en obésité, il y a eu un déclencheur. Donc si vous comprenez pourquoi vous êtes mis à grignoter un peu plus, à compenser un peu plus, le chocolat, on dit que c'est la récompense, mais ce n'est pas pour rien. Si vous comprenez le déclencheur, vous avez déjà mis une bonne chose. Et ça, les psychologues du centre, elles sont là pour aider. Et puis après, il y a le bien bouger. Il faut faire du sport. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut devenir accro au sport. Et ça s'apprend.
On a mis en place au centre déjà des consultations avec une coach sportive. C'est un projet qui est soutenu par tout l'hôpital et par la direction et le conseil d'administration. Puis maintenant, on a lu dans la littérature scientifique que plus on commençait tôt, y compris après l'opération, on avait une action. Et on a mis un partenariat dernièrement avec la clinique La Linière où 3 semaines après l'opération, par des professionnels de la réadaptation, on met en place des actions pour le sport également. Oui, alors vous êtes spécialisé dans la chirurgie bariatrique, mais alors, en gros, ce que j'entends, c'est que finalement, tous ces services doivent se coordonner pour lutter contre cette maladie. Exactement, c'est une équipe. C'est pas, la chirurgie, c'est 10% du résultat. Il y a beaucoup de travail avant, il y a beaucoup de travail après, et la chirurgie, ce n'est pas un coup de baguette magique. Tout seul, on ne peut rien faire. Et donc, il faut que toute la collectivité du centre de l'obésité, des confrères en ville, des médecins traitants, des spécialistes autres, cardiologues, les gynécologues, les dentistes, on ne se rend pas compte quand on perd du poids, aussi la dentition va bouger, il faut prendre ça en charge, parce que si vous n'avez pas de dents, vous ne pouvez pas manger. Donc c'est un tout, c'est un tout. L'obésité, elle touche toutes les catégories, y compris l'oncologie avec le cancer. Maintenant, l'obésité, c'est le premier facteur de risque du cancer. Ouais. Et ça, on n'y pense pas, et ça a aussi un coût. Ouais, ça a une incidence aussi sur d'autres maladies, et pourtant, si vous luttez contre cette maladie, finalement, s'il n'y en a plus, vous pourriez perdre votre métier, j'ai envie de dire, il n'y aurait plus vraiment raison d'être. Ça, c'est ce que les détracteurs nous disent. Ce qu'il faut à un patient diabétique, son corps restera diabétique, il y aura toujours besoin d'un suivi par un diabétologue. Okay. Et le fond, quand vous traitez l'obésité, vous traitez certes les maladies, mais vous traitez l'ensemble du corps. Et puis vous savez bien qu'une société où il y a de la prévention, elle est toujours plus efficace. En Chine, c'est une médecine qui est basée sur la prévention et ils sont en meilleure santé. Il y a toujours des médecins qui prennent en charge les pathologies. Ouais. Donc ça, c'est un faux problème à mon avis. Un faux problème et surtout un problème qui doit être résolu, c'est cette maladie, l'obésité, le 4 mars qui marque justement la journée mondiale contre l'obésité. Docteur Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Avant de partir, NRTV vous donne rendez-vous le dimanche 7 mars à 17h pour une émission en direct, en plateau le résultat des élections communales, en plateau réaction, analyse et interview. NRTV devient la place du village. On vous donne rendez-vous à 17h le 7 mars.